Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine marquée par la grande confusion créée par la présidente du Comité consultatif national de l'immunisation qui a déclaré que les vaccins à ARN constituent des vaccins préférentiels. C'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Althia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, rappel de la controverse d'abord, la docteure Caroline Quach, qui est présidente du Comité consultatif national de l'immunisation, qui a formulé dans une recommandation que les vaccins à ARN, comme ceux de Pfizer et de Moderna, étaient ce qu'elle a appelé des vaccins préférentiels aux autres vaccins. Dans une entrevue à CTV, la docteure Quach en a rajouté. Elle a déclaré qu'elle ne recommanderait pas le vaccin d'AstraZeneca à sa sœur. Bon, évidemment, ça a suscité une levée de boucliers, alors qu'au Canada, on sait, il y a des centaines de milliers de doses d'AstraZeneca qui ont déjà été administrées. Althia, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette controverse? Bien, je l'ajouterai un bémol. Elle a dit qu'elle ne recommanderait pas le vaccin à sa sœur si sa sœur ne vivait pas dans un endroit où il y avait un très haut risque de COVID. Et si sa sœur pouvait travailler de la maison. Alors, si elle n'était pas dans un endroit à risque, et puis si elle pouvait attendre une semaine, 2 semaines, peut-être même 4 semaines avant de se faire vacciner. Il y a eu toute une immense controverse pendant plusieurs jours, surtout sur les médias sociaux, en ondes. Il y a beaucoup de médecins, de politiciens qui sont sortis pour exprimer que, selon eux, ce que le CCNI avait fait était très maladroit et nuisait vraiment à la vaccination. On sait tout, pendant des semaines, des mois, on a entendu qu'on devrait prendre le premier vaccin qu'on nous offre. Et puis maintenant, ce comité-là nous disait, ben non, en fait, ce que vous devriez faire, c'est évaluer vos risques. Est-ce que vous êtes à risque pour la COVID, comme genre plus qu'aller juste à l'épicerie? Bon, si oui, bon, prenez AstraZeneca parce qu'il y a beaucoup moins de chances que vous allez avoir une thrombose, que vous allez attraper le COVID. Mais si vous êtes à la maison, puis vous êtes isolé, puis vous êtes tout seul, peut-être que vous voulez attendre pour Pfizer ou Moderna, ou si vous êtes enceinte ou vous allaitez, attendez Pfizer et Moderna. Moi, tu sais, comme journaliste, on demande toujours pour des demandes d'accès à l'information l'avis que le gouvernement reçoit. J'ai trouvé ça assez particulier que maintenant, on critiquait un groupe indépendant qui nous donnait de leur avis de manière indépendante en disant non, le public ne peut pas être, on ne peut pas leur donner cette décision-là. Ils ne sont pas assez intelligents pour évaluer leurs propres risques. Ils ne vont pas comprendre. On doit tous avoir la même ligne. C'est comme ça que les gens ne vont pas avoir peur d'AstraZeneca. Ouais. Puis j'ai trouvé ça décevant parce que je pense que les gens devraient avoir le plus d'informations possible. Il y a quand même 3 personnes qui sont mortes. C'est très, très, très rare. Oui. Mais savoir c'est quoi tes risques personnels, je pense que c'est une chose qu'on devrait tous faire. Puis j'ai apprécié le fait que le comité est sorti puis nous a donné plus d'informations qu'on reçoit à l'instant même de d'autres alliés du gouvernement. Même si on a reproché au CCNI de créer de la confusion. Conrad, votre avis, vous, là-dessus? Mais moi, j'ai une opinion très partagée là-dessus. J'ai beaucoup d'admiration pour la Dr. Quach, qui est là depuis le début et fait un travail admirable. Mais elle doit comprendre aussi que ce qu'elle dit doit être compris par la population. Et quand elle lance des messages contradictoires, parce qu'en même temps de dire que les autres vaccins sont préférentiels à l'AstraZeneca, le comité baisse l'âge recommandé pour AstraZeneca à 30 ans, qui est l'âge le plus bas au monde avec l'Angleterre, tandis qu'en France, c'est encore 55 ans et plus pour AstraZeneca, et en Danemark, c'est interdit complètement. Alors, donc, plus le message est simple, ça va être bien compris, et on comprend les qualifications qu'elle a à faire, que si vous n'êtes pas dans une situation à risque, que vous
pouvait attendre. Mais en même temps, elle doit travailler aussi en concert avec les gouvernements pour que la population embarque dans cette... Plus il y a des doutes par rapport à ce vaccin-là, plus va y avoir des retardements dans les efforts de vaccination. Dans la vaccination, effectivement. Joël Denis, justement, le gouvernement, Conrad parle de l'importance de travailler de concert avec le gouvernement. Le premier ministre Trudeau a réagi à toute cette affaire-là, n'a pas critiqué directement le CCNI, a rappelé quand même que tous les vaccins sont bons, qu'il a lui-même reçu l'AstraZeneca. Même chose d'ailleurs du côté du ministre de la Santé au Québec, Christian Dubé, qui a aussi reçu l'AstraZeneca. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction des gouvernements relativement à cette affaire? On s'est montré prudent parce qu'on ne voulait pas critiquer le travail des scientifiques. On se fie beaucoup à leur expertise, justement, pour s'assurer que les gens comprennent bien que ce ne sont pas des avis de politiciens, mais des avis de scientifiques basés sur la science qu'ils émettent et qu'ils endossent. Donc, on voulait être prudent. Mais n'empêche, moi-même, j'ai reçu le vaccin AstraZeneca, ça ne me fait pas peur. Mais il y a le discours que tient Mme Quach, elle le tient depuis quand même un certain temps. C'était pas nouveau. Mais à l'époque où on l'a dit d'abord et avant tout, je pense, il y a 2 mois, c'était plus théorique parce que les vaccins de l'AstraZeneca n'étaient pas encore arrivés dans les bras des Canadiens. Là, c'était plus théorique, c'était concret de dire que si vous avez l'occasion de préférer un autre vaccin, faites-le. Donc, les gens, il y a déjà beaucoup de gens qui ont reçu l'AstraZeneca et donc, on se demandait est-ce qu'on a été floué, est-ce qu'on a été imprudent? Et ça soulevait des questions au moment où la campagne de vaccination prend véritablement son envol. Donc, c'est un moment plutôt maladroit pour tenter d'avoir des nuances sur la qualité des vaccins qui sont devant nous. Oui, c'est ça. Il y a même des gens qui ne voulaient plus prendre la deuxième dose de l'AstraZeneca. Donc, toute une opération de contrôle de dommages pour le CCNI. Maintenant, sur la saga des allégations de nature sexuelle qui entoure l'ex numéro 1 des Forces armées canadiennes, le général Vance, saga qui s'est poursuivie plus belle cette semaine. L'opposition continue de réclamer la démission de la chef de cabinet, M. Trudeau, Katie Telford. Le Bloc québécois en a rajouté aujourd'hui, a demandé la démission du ministre de la Défense, M. Sajjan. Althia, est-ce que ces démarches-là vont aboutir ou si c'est une question de stratégie politique, ce qui se passe actuellement entourant la saga? Je dirais les deux. Ouais. Une question de stratégie politique qui n'a pas vraiment fonctionné parce que le NPD et le Bloc n'ont pas voté avec les conservateurs sur leur motion qui demandait que Mme Telford, la chef de cabinet de M. Trudeau, soit congédiée en supposant qu'elle avait gardé qu'elle n'avait pas dit à M. Trudeau que la nature de la plainte sur le General Vance était une plainte de matière sexuelle, peut-être. Moi, qu'est-ce qui me trouble de cette affaire-là, je vais vous dire, c'est que je trouve qu'on ne semble plus comprendre ce que veut dire la responsabilité ministérielle. Aujourd'hui, on a entendu Harjit Sajjan, le ministre de la Défense, dire que c'est pas une affaire de politiciens de se mêler des enquêtes. Mais si c'est pas le rôle du gouvernement et du politicien, dans ce sens-ci, de M. Sajjan lui-même, du ministre, de demander une enquête, qu'on lui donne de l'information, puis que c'est pas sa responsabilité d'agir sur l'information qu'on lui donne, bien, c'est la responsabilité à qui? Ouais. C'est certainement pas la responsabilité des bureaucrates, parce qu'ils ont des patrons, c'est les politiciens qu'on a élus. Il semble que sur ce sujet-là, le gouvernement ça le dépasse complètement, qu'ils avaient vraiment une job à faire là-dessus et qu'ils ne l'ont pas fait. Joël Denis, je vous entends vouloir réagir à ce concept de responsabilité ministérielle. Tout à fait d'accord avec Althia. On semble dénaturer la responsabilité ministérielle. Et d'ailleurs, je trouvais ça un peu stupide, l'intention du Parti conservateur de vouloir réclamer la démission de Mme Katie Telford, mais c'est pas elle qui prend ultimement les décisions, ce sont les ministres qui sont élus et nommés par le premier ministre. Mais dans ce cas-ci, je voudrais que, si vous me passez l'expression, Harjit Sajjan veut jouer au Ponce Pilate. Il veut s'en laver les mains de cette affaire-là, joue à l'aveuglement volontaire et plusieurs se posent aujourd'hui, a-t-il encore la crédibilité pour continuer comme ministre de la Défense? La réponse est venue dans le Toronto Star aujourd'hui, c'est non. Il aurait dû être muté à un autre poste il y a longtemps. Mais attendez-vous à ce que si les libéraux sont reportés au pouvoir aux prochaines élections, Harjit Sajjan ne sera plus ministre de la Défense. Enfin, s'il demeure à la Défense
ce sera en soi un scandale. Oui. Le temps file. Je vais passer tout de suite au prochain sujet. Je veux vous entendre sur la participation du premier ministre Trudeau au sommet du G7 qui est prévu au mois de juin au Royaume-Uni. Au moment où on se parle, M. Trudeau est le seul leader du G7 qui n'a pas confirmé sa présence en personne. Conrad, quand on sait que les décisions importantes se prennent dans les corridors de ces réunions-là, les soirées qui suivent les meetings, quels pourraient être les impacts d'une présence virtuelle, une présence à distance de M. Trudeau? Bien honnêtement, je pense pas que ça nuise à sa réputation. Je pense qu'évidemment, il est fidèle s'il ne participe pas en personne, il est fidèle aux consignes de santé qu'il recommande lui-même et qu'il suit la plupart du temps en ne participant pas à la période des questions en personne. Donc, moi, je suis pas certain que le G7 cette année va être une grosse année, une année mémorable, parce que la plupart des pays sont encore préoccupés par les affaires domestiques par rapport à la pandémie et il n'y a pas de programme de relance internationale qui va avoir lieu. C'est sûr que c'est la première G7 de Joe Biden, mais on l'a vu cette semaine lorsque Marc Garneau a participé en personne à la rencontre des ministres des Affaires étrangères. Il y avait beaucoup de couverture dans les médias à l'effet que, mais est-ce qu'il va se mettre en quarantaine après? Par la suite, donc, je trouve que il n'a rien à gagner en y participant en personne. Oui. Althia, quand même, parce que le président Biden a déjà confirmé sa présence en personne. C'est la même chose pour les leaders de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon. En fait, c'est quand même beaucoup de pression sur Justin Trudeau pour y assister en personne. Mais en même temps, est-ce que ça pourrait justement se retourner contre lui? Parce que les Canadiens, on sait, sont invités à ne pas voyager là, avec la pandémie. Rapidement là-dessus. Je dirais oui, je comprends absolument la pression, puis je pense que vous l'avez bien illustré. Mais pour un gouvernement qui s'est efforcé de démontrer un exemple, pendant des mois, le premier ministre a travaillé à la maison pour faire le point que les gens étaient en télétravail. Il ne s'est pas pointé à la période de questions jusqu'à temps que ce soit vraiment comme une honte que le premier ministre n'était pas à la période des questions, qu'il ne s'est pas fait vacciner avant que son tour arrive, comme quelqu'un qui avait plus de 40 ans qui pouvait faire se vacciner avec AstraZeneca. Là, qui nous disent que lui, il peut aller faire un voyage d'affaires, mais que les autres gens ne peuvent pas aller faire un voyage d'affaires. Puis la question va être, est-ce qu'il va rester dans un hôtel pendant 3 jours? Est-ce qu'il va faire sa quarantaine ici à Ottawa, à la maison, avec sa famille, isolé de sa famille? Bon, je pense que c'est toutes les questions qui vont se poser, puis ça va être un grand défi de dire oui, surtout quand la plupart des gens n'ont pas encore eu leur 2e dose et probablement, lui non plus, d'AstraZeneca. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, sommet du G7 qui est prévu au mois de juin. On verra ce que M. Trudeau décide. Joël, Denis, il nous reste pas beaucoup de temps et je veux vous entendre sur un pilier du monde municipal qui a annoncé son départ cette semaine, le maire de Québec, Régis Labaume, qui ne va pas solliciter un autre mandat après 14 ans diriger les destinées de Québec. C'est un maire vraiment qui s'est imposé au-delà des frontières du Québec. D'ailleurs, tous les chefs de parti à la Chambre des communes lui ont rendu hommage, que ce soit sur Twitter ou même en Chambre. Je vous demanderais, qu'est-ce que vous avez pensé de cette façon de partir de Régis Labaume et de ce moment de partir de Régis Labaume? Régis Labaume aurait été fidèle à lui-même jusqu'au bout, c'est-à-dire quand vient le temps de commenter longuement ses poumonnées sur son sort, il le fait de façon très brève, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui de Régis Labaume que c'est un monument de la politique québécoise. Bien des Montréalais enviaient les gens de la ville de Québec d'avoir un maire aussi dynamique. Il a su mettre Québec sur la map, si vous me passez l'expression. Et Denis Coderre, quand il a été élu maire de Montréal, voulait imiter le modèle de Régis Labaume. Et il faut savoir aussi que tous les chefs des partis politiques fédéraux se donnaient l'habitude d'avoir un rendez-vous avec Régis Labaume durant une campagne électorale pour avoir en quelque sorte cette bénédiction. Donc, vous voyez le genre d'homme politique qui quitte maintenant la ville de Québec, Régis Labaume, un monument, je pense, de la politique municipale au Québec. Et qui s'est surtout imposé à cause de son style, vraiment très unique, très à lui. Joël, Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Bonne semaine. Bye-bye.
On apprenait aussi cette semaine qu'Ottawa se dirige vers la création d'un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger. J'ai discuté de cette mesure avec Vardit Ravitsky, qui est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, professeur Ravitsky. Bonjour. Le passeport vaccinal pour voyager soulève plusieurs questions et suscite aussi beaucoup de réticences. Alors, je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un passeport vaccinal pour voyager et pourquoi ça provoque autant de réactions? Il s'agit d'une preuve qu'on a été vacciné comme exigence d'entrée dans un autre pays, comme par exemple un visa. Chaque pays peut décider à qui donner le privilège d'entrée et au moment d'une pandémie globale, il y aura des pays qui vont exiger preuve de vaccination avant de vous laisser entrer. Ça suscite des questionnements éthiques d'abord par rapport à la vie privée des citoyens. Il s'agit de l'information médicale qui va être accédée par le gouvernement, un gouvernement étranger dans notre pays. Ce n'est pas tout le monde qui est content de donner cet accès. Si on ne peut pas se faire vacciner à cause d'une maladie préalable, il faudrait justifier le manque du vaccin, ce qui veut dire qu'il faudrait divulguer nos autres maladies, encore une violation de la vie privée. Un autre enjeu éthique est bien sûr qu'il y a des pays qui n'ont pas de vaccin en ce moment. On voit ce qui se passe en Inde, au Brésil. Il y aura des pays qui vont avoir assez de vaccins peut-être en 2024-2025. Est-ce qu'on va fermer le monde aux citoyens de ces pays-là? C'est une question de justice globale. Bon, juste une précision, parce qu'il y a le passeport vaccinal pour voyager, mais il y a aussi le passeport vaccinal pour participer à toutes sortes d'activités, comme par exemple des concerts, aller au restaurant, aller au musée, aller au gym, comme c'est le cas d'ailleurs en Israël. Chez nous, si on allait de l'avant avec un tel passeport, ce seraient les provinces et non pas Ottawa qui implanterait une telle mesure. Est-ce qu'il y a des différences éthiques entre les deux passeports, le passeport pour voyager et le passeport vaccinal pour participer à toutes sortes d'activités? D'après moi, une différence éthique majeure. Le passeport vaccinal pour voyager, c'est pas sans précédent. Chaque pays, comme j'ai dit, peut décider quelles limites mettre sur les conditions d'accès. Mais le certificat de vaccination utilisé à l'intérieur d'un pays soulève beaucoup plus de soucis de discrimination. Parce qu'à l'intérieur de chaque province, ça risque de créer deux groupes de population. L'un qui a beaucoup de privilèges, accès libre à plusieurs activités très désirées par tout le monde. On a très hâte de revenir à la vie sociale et culturelle. Et un deuxième groupe qui est limité, qui n'a pas d'accès. C'est quelque chose qu'il faut considérer avec beaucoup de précautions. Pour revenir au passeport vaccinal pour voyager, certains pays exigent déjà des voyageurs internationaux qu'ils présentent donc un certificat de vaccination à leur arrivée. Je vous demanderai quels sont ces pays qui exigent déjà ce passeport-là pour voyager et est-ce que c'est une bonne mesure de protection au niveau de la santé publique? Écoutez, je ne suis pas certaine de la liste entière. Je sais que les États-Unis et les pays européens sont en train d'arriver à un accord qu'ils pourront visiter les uns les autres sur la base d'un tel certificat. C'est clair que plusieurs pays autour du monde sont en train de discuter ces mesures. Il y a même des débats autour de l'harmonisation, c'est-à-dire qu'il y aura une manière unifiée de le faire, reconnue par plusieurs pays. Là où ça pose un problème, c'est le fait qu'on ne sait pas encore si le vaccin est efficace pour prévenir la transmission du virus. On sait que c'est extrêmement efficace pour prévenir la maladie, l'hospitalisation, le décès. Mais est-ce que ça arrête la propagation du virus? Ça, c'est pas clair. Donc, il faut être très conscient pourquoi on veut l'utiliser. On peut présumer, en fait, que le passeport vaccinal pour voyager a été contesté devant les tribunaux. Est-ce que ça a passé le test de la justice devant les tribunaux? Ça dépend où. Ça dépend sur la base de quelle charte ou quelle constitution. C'est clair que ça limite nos droits de mouvement, mais comme j'ai dit déjà, à l'étranger, on était toujours limité. Il y a plusieurs pays qui demandent un visa. Il y a des pays qui ont demandé déjà un vaccin pour d'autres maladies. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça de dire aux gens, si vous voulez venir chez nous, il y a des exigences, il y a des conditions. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'un pays, c'est beaucoup plus controversé.
Vous savez, professeur Awinski, qu'il y a tout ce débat sur la vaccination obligatoire. On peut aussi se demander si ce passeport vaccinal pour voyager, c'est une façon détournée, en quelque sorte, d'imposer la vaccination. Est-ce que c'est une façon, oui, d'imposer indirectement la vaccination? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par imposer? On n'est pas obligé de voyager, normalement, sauf dans des cas d'urgence médicale ou d'urgence d'emploi, peut-être de travail, où on peut proposer des exceptions. Mais pour la plupart, on peut choisir de ne pas voyager. Donc, ce n'est pas vraiment obligatoire, au même sens que, par exemple, si un gouvernement provincial au Canada décidait d'exiger un certificat de vaccin pour aller au travail. Si c'est devenu une condition dans laquelle on va perdre l'emploi, là, on peut parler d'obligation. Pour voyager, aller au restaurant, aller au gym, aller à la piscine, au hôtel, c'est pas clair si on peut l'appeler obligatoire. Vardit Ravinsky, professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. Et enfin, le tiers des députés fédéraux reçoivent des insultes et des menaces en tout genre sur les médias sociaux, selon une enquête qui a été menée par le journal Le Devoir. Dans certains cas, les menaces sont assez sérieuses pour que plus du tiers des parlementaires sondés portent plainte à la police. Alors, j'ai discuté de ce phénomène avec les députés Greg Fergus, Anne Reyes, Christina Michaud et Alexandre Boulris. Bonsoir. J'aimerais d'abord en savoir un peu plus sur votre expérience à chacun d'entre vous. En fait, qu'est-ce que vous avez vécu de façon personnelle? Je vais commencer avec vous, Anne Reyes, parce que vous êtes citée dans cet article du Devoir. Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport aux médias sociaux? J'ai vécu bien des situations malheureuses. Ça a été, je dirais, dans le pire des scénarios, jusqu'à des menaces de mort. Donc, des attaques personnelles en lien aussi avec mes origines égyptiennes, mais mon père et ma mère sont nés en Égypte. Des commentaires désobligeants, racistes, de tout genre, là, comme on peut imaginer, dans des moments très intenses en campagne électorale. C'est malheureux ce qui se passe. Mais comme je l'ai souligné dans l'entrevue, il faut aussi mettre ça en perspective que ça reste une minorité de personnes, mais qui prennent malheureusement beaucoup trop de place dans ces outils que nous avons aujourd'hui, qui sont essentiels dans notre travail de politicien, de personnage public. Christina Michaud, de votre côté, quelle est votre expérience personnelle? C'est des commentaires de tout genre. En fait, de mon côté, c'est un peu différent de M. Reyes, peut-être par mon jeune âge, le fait que je sois une jeune femme aussi. Ça vient chercher les gens, on dirait. Quand on parle de sujets polarisants aussi, ça vient les chercher. Alors, j'ai reçu toutes sortes de commentaires en lien avec le travail qu'on fait, bien entendu, mais des attaques personnelles. Et ça devient blessant. Ça n'a pas sa place aussi. C'est pris hors contexte. Souvent, ça n'a même pas rapport avec la publication qu'on envoie. Nous, on fait un partage d'informations, surtout sur le travail qu'on fait, et on reçoit toutes sortes de commentaires qui peuvent être blessants. Par exemple, je suis porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique. Je vais souvent parler d'armes à feu. C'est un sujet extrêmement polarisant. Et évidemment, puisque je suis une jeune femme qui n'a probablement pas le profil de chasseuse ou de femme qui a un AR-15 dans son sous-sol, eh bien, on va me dire que je ne sais pas de quoi je parle, que j'ai aucune crédibilité, que je connais pas ça. Alors, c'est blessant parce qu'on travaille beaucoup nos dossiers. On s'arrange pour, quand on parle de quelque chose, on s'arrange pour savoir de quoi on parle. Alors, ça devient un petit peu blessant de côtoyer ça au jour le jour sur les réseaux sociaux. Greg Fergus, est-ce que vous avez reçu des commentaires blessants, vous aussi? Oui, certainement, comme tous mes collègues qui ont déjà parlé, surtout parce que je me prononce sur des questions d'égalité, des questions de race en tant que d'être président du caucus des parlementaires noirs. Alors souvent, j'entends des messages qui sont pas gays. Je peux vous dire, j'ai pas de plaisir à les lire. Effectivement, je pense que la solution à tout ça, en tant que député, c'est souvent, je ne lis pas les commentaires. Vous savez, si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, s'ils sont prêts à laisser leur nom, leur vrai nom, numéro de téléphone, et on va prendre rendez-vous.
et je vais rencontrer n'importe quelle personne. Mais souvent, ces commentaires sont anonymes et je dois vous dire que j'ai vu des commentaires à mes collègues femmes, mes collègues féminines. Et puis, c'est pas drôle, le sexisme dont elles font face, c'est extraordinaire. Oui. Alexandre Boulris, vous, votre expérience avec les réseaux sociaux? Bien, déjà, je suis pas une femme et je suis pas une personne racisée, donc j'ai pas ce genre d'attaque-là. Mais des attaques personnelles, oui, ça arrive, puis ça arrive malheureusement de plus en plus avec les dernières années. On le voit, une certaine radicalisation du langage, des expressions des gens, beaucoup plus violents, pas juste agressifs, pas juste comme « je suis pas d'accord avec vous », ça c'est parfait, il n'y a pas de problème, on va dialoguer, mais des images où on utilise des images d'animaux, des images d'excréments, je ne sais pas si c'était vraiment une menace de mort, mais tu sais, une image tu sais, on va te faire la peau, puis c'est l'image d'un homme qui est pendu à un arbre. Je trouve que là, ça dépasse un peu les limites là, du dialogue dans une société démocratique. Et on le voit de plus en plus souvent et oui, ça affecte, je pense, tous les hommes et les femmes politiques. Oui, Alexandre Boulris dit on le voit de plus en plus souvent. On a le sentiment aussi que depuis le début de la pandémie, la population est plus à cran, plus facile à mettre en colère, donc se défouler davantage sur les réseaux sociaux. Du côté des solutions maintenant, on se demande évidemment qu'est-ce que ça prendrait pour lutter contre les insultes, les menaces sur les réseaux sociaux, peut-être un peu utopique. Alain Reyes, vous parliez tout à l'heure que vous dites d'une certaine façon, on en a quand même besoin des médias sociaux, c'est comme un mal nécessaire. Qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est toujours délicat de parler de censure. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour tenter de limiter, je dirais, le phénomène le plus possible? Là, vous allez vous dire des formations professionnelles, ancien professeur, directeur d'école, je viens du milieu de l'éducation. Je continue à croire que la seule et unique solution, mais elle va prendre du temps, c'est par l'éducation, l'information, la sensibilisation des gens. Il va falloir trouver une façon de ne pas donner de la place dans l'espace public à ces gens-là, même, je dirais, au niveau médiatique. Trop souvent, je suis fasciné de voir des personnalités publiques repartager en répondant à des gens qui ont 5-6 abonnés sur Twitter, donc qui sont clairement des trolls et à qui on donne notre exposure de toutes les personnes qui nous suivent, mais on dirait que c'est trop fort pour certains de ne pas les laisser, les ignorer tout simplement. Mm-hmm. Je le disais au début, je pense que ça reste une minorité. Puis si vous me permettez, tantôt on parlait des 4, là, puis tous les députés pourront vous le dire, sans exception, même des personnages publics, des gens du milieu de la culture. On est affectés, mais en même temps, c'est notre boulot. Hein? On s'est habitué malheureusement à ces attaques-là. On essaye de les ignorer, que ça nous affecte le moins, mais on parle trop peu souvent de notre entourage. Nos conjointes, nos enfants, nos parents, nos amis, qui, eux, n'ont pas fait ce choix-là de carrière que nous avons fait, de service public, mais qui subissent, je peux vous le dire, à bien des égards, des situations vraiment déplaisantes. Ils sont aussi affectés dans bien des cas que nous-mêmes. Là. Christina Michaud, comment vous réagissez à ce que vient de dire Alain Reyes? Parce que quand même, effectivement, c'est pas juste la personne qui a choisi d'embrasser la carrière politique, mais c'est tout l'entourage qui en souffre. Comment vous réagissez à ça? Évidemment, j'ai dit à ma maman, mes grands-mamans aussi, de ne surtout pas aller lire ce genre de commentaires-là, à mes proches, de ne pas renchérir aussi, et comme M. Reyes le disait, de ne pas leur donner de visibilité à ces gens-là qui souvent ont quelques personnes qui les suivent, c'est des faux comptes ou quoi que ce soit. Et il y a quand même un bon travail, je pense, qui commence à se faire sur les grandes plateformes, par exemple sur Facebook. Il y a une option, là, on va voir les commentaires les plus pertinents en premier, plutôt que tous les commentaires. Récemment, j'ai eu droit à un salope comme ça qui a été lancé sans rien d'autre. Et vous voyez, Facebook le cachait lui-même. Il était encore là sans que j'aie à le masquer, mais il y avait quand même un certain filtre qui se faisait. Alors, je pense que ça peut être une bonne solution, mais c'est sûr que j'ai pas la réponse à cette question-là. Ouais. Où est-ce qu'on va chercher les solutions? Parce qu'il y a toute cette question de la censure, de la liberté d'expression. Alors, c'est extrêmement difficile d'aller aussi légiférer là-dessus, mais je pense qu'il y a une responsabilité sociale et
déjà d'en parler comme on le fait là, comme avec le reportage de ce matin, je pense que c'est un bon début parce que les gens n'ont pas conscience du pouvoir des mots. Ils réfléchissent pas à 2 fois avant d'écrire ce genre de commentaires-là, j'ai l'impression. Alors, de voir comment les personnes qui les reçoivent se sentent, je pense que déjà, ça peut faire avancer la réflexion. Merci d'avoir partagé votre réalité avec nous. Merci. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end. Continuez à prendre soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.